silence s'apaise. Et puis, il y a si longtemps que nous nous connaissons, que nous vivons ensemble, lui et moi. Que de fois ne m'est-il pas arrivé de causer avec lui, comme avec un être qui aurait une âme et presque un visage. Ce n'est pas lui qui serait capable de m'incommoder. Au contraire, n'est-elle la lampe, j'ouvrirais le vitrage à deux battants pour laisser rentrer les grandes haleines impétueuses et salubres du dehors. Au moins, je n'aurais plus autour de moi, je ne respirerai pas jusque dans mes vêtements cette odeur, comment dirais-je, cette odeur étrange, indéfinissable, qui d'heure en heure se fait plus envahissante et plus nauséabonde. Au premier moment, j'ai cru que cela provenait peut-être de l'appareil, que c'était la mèche qui brûlait mal ou la qualité de l'huile qui laissait à désirer. Ce n'est que lorsque j'ai été pour descendre aux cuves d'approvisionnement que j'ai compris. La puanteur emplissait les entrailles du phare, et c'est d'en bas, c'est des étages inférieurs que les émanations montaient, les mêmes identiquement qui s'exhalent des champs capistes en automne quand les détritus de sardines et de sprattes avec lesquels on les engraisse ont commencé de pourrir. J'ai tâché, mais en vain, de leur clore hermétiquement tout issu. Elles n'en continuent pas moins d'arriver jusqu'à moi. Elles flottent dans l'atmosphère épaissie de la lanterne et elles m'imprègnent moi-même tout entier. J'ai la bouche mauvaise et le cœur fade. Je songe au parfum de jeunes sève qui se dégageait d'elle du temps qu'elle était vivante. Qu'est-ce donc déjà qu'il avait de si particulier, de si unique? J'essaie de me rappeler, je ne peux pas. Et avec l'odeur de son parfum, voici, me semble-t-il, que l'image de sa forme même m'échappe. Il y a sur elle comme une obscurité qui, sans me la dérober tout à fait, ne me permet plus de rien distinguer nettement. Les yeux brillent encore dans le visage, mais de cet éclat indécis et pâle, quand les prunelles décolorées des gens sur les vieux portraits. Et dire qu'il y a seulement 15 jours, nous venions d'allumer le feu, quand parut sur la mer encore claire la barque qui la portait. C'était la Notre-Dame de Bon Voyage, une bisquine de pêche appartenant au frère Quichawa, du hameau de Bandrève en Lescove. Des amis à Louarn, c'est Quichawa, sa compagnie de prédilection lorsqu'il était de congé à terre. Du reste marin consommé et d'une discrétion à toute épreuve, il se fut difficilement d'adresser mieux. Sans compter, mon cher, que le nom du bateau est à lui seul un sauf-conduit, m'avait-il fait observer du ton de gouaillerie sceptique, qui même en matière de religion lui était habituel. Vu dans le lointain crépusculaire, sa grand voile tendue au souffle fraîchissant du soir, la bisquine avait un air de planer entre ciel et eau, immobile, pareil à quelque roc fabuleux, à quelque gigantesque oiseau de légende. Elle avançait, cependant, mais d'une allure calme et comme recueillie. Nous avions, Louarn et moi, repris nos places au pied du phare, dont les yeux d'escarboucles et de rubis semblaient aussi passionnément intéressés que les nôtres par la venue silencieuse de cette barque surnaturelle dans la nuit. Et plus haut que le phare, les astres eux-mêmes regardaient. On eût dit que l'attente angoissée qui me tenait les nerfs en suspens s'était communiquée à tout l'espace. Une caravane de cirrus fauves moutonnait, tapis au ras de l'horizon, dans la direction du couchant. La mer bruissait à peine. Il n'était pas jusqu'au Trégorois qui ne se tut. Soudain, il me poussa le coude. « Écoute, murmura-t-il sourdement. Je prêtai l'oreille.
confuses rumeurs des courants. Puis, à mesure que diminuait la distance, la mélodie se précisa, la voix s'affermit. Bientôt elle s'éleva, singulièrement captivante et pure. Louarn exultait. Ah, fit-il, elle n'en aura pas eu le démenti. Elle a tout de même le cœur solidement accroché, la Béise. Et se tournant vers moi, tu as raison, décidément, il faut qu'il y ait en elle du sang des sirènes. Elle est pour sûr la première femme qui traverse le Rhin en chantant. On n'entendait plus maintenant que cette voix dont les modulations se jouaient au milieu du silence universel, élargissait comme infinissait par l'immense paix nocturne. Je reconnais l'air, reprit Louarn, c'est une zone de chez nous. Quelle donc? Il chercha un instant, puis avec un geste de triomphe. Suis-je bête? Tout juste la zone d'Aès, mon cher, la zone de la Morgane. Il se mit lui-même à chantonner. Je vois se lever sur la mer. La Notre-Dame de Bon Voyage n'était plus qu'à une demi-encablure de l'îlot. Brusquement, les vergues s'inclinèrent et la voilure s'abattit, tandis que les guichaois s'emparaient des rames afin d'accoster à l'aviron. Alors, nous vîmes la chanteuse. Elle était debout sur l'avant, le dos au mât. Sa silhouette faisait corps avec celle de la bisquine, semblait en être le couronnement, une de ces figures sculptées, une de ces mythologiques divinités marines qui se dressaient à la proue des anciens vaisseaux. Le reflet du secteur vert en passant sur elle l'enveloppa d'une lumineuse buée glauque. Elle me parut Aès en personne, Aès, la Messaline des ondes, tout à coup surgit des gouffres du Rhin pour son éternelle besogne d'incantation, de luxure et de mort. J'avais encore cette vision dans les yeux quand, une dizaine de minutes plus tard, elle aborda. Elle n'eut même pas à prendre terre. Je l'avais déjà saisie, enlacée, emportée avec la fougue vertigineuse d'une trombe dans votre chambre, mon ingénieur. Je la déposai toute pantelante sur le lit. Elle y demeura quelque temps sans force, la respiration coupée. Non, s'écria-t-elle, dès qu'elle eut recouvré la laine, tu ne te corrigeras jamais de tes manières d'Hercule, Léonard, en vérité. Mais c'était ton rêve, Adèle, d'entrer ainsi au phare sur mes bras. Et puis, qu'est-ce que tu veux? J'avais tant de hâte de te retrouver. Tant hâte. Je lui avais pris les mains et les dégagea. Regarde dans quel état tu m'as mise. Elle considérait, vexée, le désordre de sa toilette, sa robe fripée, sa coiffe pendante, un de ses bandeaux défaits, la lourde nappe de ses cheveux roulants épars sur son épaule. Je plongeai les doigts dans leur soie lustrée pour les attirer vers mes lèvres. Te rappelles-tu la nuit de notre noce, Adèle? Elle balbutia précipitamment, la pensée ailleurs. Sans doute, mais ne me touche plus. Louarn monte. Je murmurai à part, moi. N'aie pas peur, tu vas l'avoir entièrement à toi, ton Louarn. À l'instant même où elle achevait le geste de m'écarter d'elle, il se montrait sur le pas de la porte. Diable, ricana-t-il, vous ne perdez pas de temps, vous autres, mais j'arrive peut-être trop tôt. Voulez-vous que j'aille attendre en bas que ce soit fini? Les traits de la Trégoroise se contractèrent en une moue douloureuse et irritée. Dans les yeux, les grands yeux humides qu'elle leva sur son amant, il y avait tout ensemble de l'orage et des larmes, de la révolte et de la supplication. Ne faites pas l'imbécile, Hervé Louarn, dit-elle. Vous savez bien que ce n'est pas ce que vous croyez. J'eus le triste courage de m'écrier sur un ton plaisant. Pas de querelle, les
soute aux vivres. Je le retins par le revers de sa vareuse. Ne bouge pas, c'est moi qui régale, c'est à moi de commander. Adèle et toi, vous mettrez le couvert. Tu lui feras voir dans le buffet du grand chef où sont les linges, les fourchettes, les couteaux, les verres. Tout le tremblement, quoi. Le reste, c'est moi qui m'en charge. J'avais en prononçant leur sentence ma voix habituelle, ma figure de tous les jours. Ils repartirent en chœur. Soit. Au moment de sortir, je me retournai. Ah, pour votre gouverne, au cas où la faïence aurait besoin d'être rincée, il y a un plein seau d'eau fraîche au chevet du lit. Monsieur Précaution, s'exclama Louarn, il a pensé à tout. Ce seau, mon ingénieur, je l'avais empli à la mer le matin même. J'avais lu jadis dans un livre sur les naufrages célèbres, un des seuls prix que j'ai remporté à Saint-Paul, que boire de l'eau salée multipliait les tortures de la soif et activait le travail de la mort. Ce détail m'était demeuré dans l'esprit. J'ai la mémoire longue. Ma recommandation faite, je donnai un dernier regard à ces deux êtres qui avaient été toute ma vie. Ils se renvoyaient des propos frivoles et ne sentaient pas les mailles du destin qui déjà se resserraient sur eux. Lui s'occupait de pousser la table au milieu de la pièce, elle le buste cambré, les bras repliés à la hauteur du front. Elle rajustait sa coiffure devant la glace. Le seuil passé, la porte se referma derrière moi comme d'elle-même. Jamais je ne me serais imaginé qu'un tel acte fût d'un accomplissement si facile. Cet étonnement fut, je crois bien, le seul émoi que je ressentis. Je gagnai le sommet du phare d'un pas tranquille. Tout en escaladant les marches dans les ténèbres, je me rappelle que je faisais tourner machinalement autour de mon index la délicate clé de fer qu'aussitôt l'opération terminée, j'avais enlevée de la serrure. J'arrivai ainsi jusque sur le balcon. La clarté naissante de la lune étincelait à la surface des eaux en un frisson d'écaillés d'argent. Dans l'est, la barque de Guichawa était encore à portée. L'homme de bar avisa mon ombre qui formait écran sur la flamme. À tout hasard, il cria « Ohé, Louarn, adieu Van !» Je lui rétorquai « Ohé, la Notre-Dame de bon voyage, adieu va !» Depuis, mon ingénieur, je n'ai plus échangé une parole avec âme qui vive, sauf dans la circonstance relatée ci-dessus, le jour où le baliseur faillit me rendre visite. D'en bas, cependant, des appels d'une autre sorte commençaient à monter. Cela, je ne leur répondis qu'en lançant à la mer la clé de la chambre d'où il partait. Un plouf à peine perceptible, quelques cercles d'ondes, ce fut fini. Il était exactement au chronomètre 9h12 et 30 secondes, mon ingénieur. Et maintenant, que vous dirais-je de plus ? Je vous ai demandé pardon au début de ces pages pour toutes les infractions au règlement qu'elles allaient vous révéler. Il me reste à vous remercier de m'avoir fourni l'occasion de les écrire. Elles ont été mon viatique durant cette épouvantable agonie de 13 jours et 14 nuits. Grâce à elles, j'ai pu persévérer jusqu'au bout dans ma douloureuse tâche de gardien du feu et de geôlier de la mort. À présent, mes comptes sont réglés. L'odeur, la harcelante odeur est là, qui me signifie que ma faction est close. Le ravitailleur, il est vrai, ne doit venir que demain, mais j'ai gorgé la lampe d'huile et renouvelé sa mèche. C'est une veilleuse fidèle et sûre. Elle attendra, j'en suis convaincue, pour s'éteindre, qu'un autre ait pris au banc de quart la place que j'aurais quittée. Pauvre cher feu de Corley-Bella. La seule chose, le seul être au monde dont je m'éloigne avec quelques regrets, c'est lui. La seule lueur bienfaisante qui persiste dans la détresse de mon cœur dévasté, c'est lui.
ciel s'éclaircit. Je viens de jeter par-dessus la balustrade le coffre à Jim et je vais prendre le même chemin. Dans un instant, mon ingénieur, le nommé Dénès Goulven,